2014-2017, on passe de 500 000 à 1,5 million. On a des demandes du monde entier. On se réveillait le matin, on avait des boîtes d'Australie. Si tu pars du principe que tu as un service, que tu as quelque chose qui a une valeur ajoutée pour ton client, tu viens l'aider, tu ne viens pas lui vendre. On est très naïf, très optimiste, mais je pense que c'est nécessaire. Après, c'est hyper enrichissant parce que tu comprends, en fait, c'est une espèce d'école aussi, quoi. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Export Talk. On est dans un lieu magnifique, l'atelier des tanneurs. C'est vraiment sublime. C'est un projet qu'on fait grâce et avec Bruxelles. Aujourd'hui, on va parler, comme toujours, d'international, d'export, mais on va prendre le prisme de la petite entreprise. Comment tu fais quand tu es 1, 2, 3 et que tu dois te lancer à l'étranger. On va avoir Aurore qui fait des magnifiques bijoux qui les vend dans le monde entier. On va avoir Métine qui a inventé le Vinted, des machines de labo. Et on va avoir Grégory qui, lui, a vendu des millions, ça bat des centaines d'employés, mais qui a commencé tout petit en Belgique avant d'aller aux States, de vendre Airbnb et puis de vendre dans plus de 100 pays dans le monde. Une soirée exceptionnelle comme d'habitude, grâce à Bruxelles comme d'habitude aussi. Ça va être fun, accrochez-vous pour apprendre comment réussir à l'étranger. C'est ici, c'est maintenant. Alors, on a ici de super entrepreneurs. La personne qui parle le moins bien anglais de nous trois, c'est moi. Mais je vais commencer quand même. Régis nous fait la gentillesse de parler en français parce que l'audience derrière la caméra est majoritairement francophone et on ne va pas les perdre. Et Merci nous fait la gentillesse de parler en anglais. Thank you very much to do it. And if you want to go Dutch, go for it. Let's speak your heart, let's speak your mind, and let's do this. Martin, you create Vinted for lab machine? Yeah, so I'm the, first of all, thank you for having me here. I'm the CEO and founder of Lab Consort. And Lab Consort helps universities, hospitals, biotech, pharma to go from a linear path to a circular one, and more specific for products. So we help customers to prolong their lifecycle management of laboratory systems, pharmaceutical production systems, but also use and deliver other services for energy efficiency and more trainings and sustainability opportunities. Cool. So. Sorry, I'm not used to speak this slow and to hear me. If I go to your website, I can buy. If I an individual, I can buy a machine. Or I have to be an hospital. I have to be a lab facilities to buy your stuff. Or if I want to, if I have the money, I can go for it. Yeah, for sure. If you got the money, you can go to our website. Okay. And, can you tell me the entry ticket? €1,000. What can I buy? Well, I think you can buy a balance, an analytical balance for €1,000. So okay, cool stuff to do with it. Yeah, I'm not sure for you, but I think for the most hospitals and universities, because we are first when I started the company, we were mainly focused on universities, and I think for universities it's really great because they have a very tight budget to pay 30% of the new price for a device. It's not always necessary to buy new. For example, if you do one analysis, two analysis a month, then it's really not necessary to buy a new machine for 200 or 300,000 euros. You can better buy a pre-owned machine for 20 or 30,000 euros. Ok, cool. Régis, toi, tu es le roi de la vente? Dans la vente, absolument. Je suis prof de vente chez Solvay et à l'école de commerce d'Anvers. Et je suis consultant et expert aussi chez Hub Brussels. Incroyable. Et toi, quand tu as un fondateur, alors je ne dis pas que c'est ton cas, Martin is sure a great sales guy, but often in biotech or medtech, they're not great sales guy. What's your advice? Someone who has to, he has the science in mind, okay, he's a great scientist, but he has to go further and to sell the first products. What's your advice for a founder, maybe shy, maybe not used to sell? I usually start by saying that we're all very good at persuading others when we know exactly what we want. And the question is, do you really know what you want? And can you bring it? Can you tell that story? Ça, c'est souvent... En fait, je vais repartir en français, là. Oui. Ça, oui. Continue, c'est bien. Alors, c'est surtout ça, en fait. La première étape, c'est quand on est entrepreneur, tu es à 100% dans ton truc, tu es tellement bien dedans, mais quelque part, on arrive très difficilement à expliquer de façon persuasive ce que c'est. Et donc, la première étape, en fait, c'est de prendre un pas en arrière et d'essayer de comprendre et de structurer ses pensées et de dire, voilà, c'est quoi, en fait, que tu vends ?
et comment est-ce que je peux l'amener de façon persuasive. Donc ça, c'est la première étape. C'est déjà pas mal. Si on Ah oui, c'est une grosse étape en fait. Ouais, c'est déjà quelque chose. Toi, Martine, how do you come up with this idea? You have this idea in mind, and how you go to launch the first version of the product? Or Well, the idea it came really from my thesis period at the University of Leuven. When you're doing a thesis or a PhD, you have to buy, mostly you have to buy very specific systems because you want to initiate new research. So a lot of new systems are bought by universities and used during the thesis or PhD, and afterwards it's set aside next to the other machines which are not in use anymore. So every time I had to go to get the molecule water, the pure water, downstairs at the dental department. So we were climbing over all the systems there, and I was thinking, well, we have to change something here, because something not in use at the University of Leuven can be excellently used for another university like the VUB or the UGent. So from there I started the company, mostly to connect universities, but now also biotech, pharmaceutical companies, food, first in Belgium, but now globally. So we have customers in the United States, in Spain, in Turkey. okay, already. So really great. And can you remember for Regis and for everyone your first sale? How did you do it? What's your memory about that? The first sale you made on your website? Well, my first sale, it was a very, I think it was a sale of 1,000 euros. It was to the University of Cambridge in the UK. So it was, I think an excellent sale where we did some, I think it was some HPLC components we sent to the University of Cambridge. Yes. But you called them, you called the university saying, hey, I have a great product on my website, or they found your website, can you remember? No, I contacted them, yeah. I still know that. I think you have to be proactive and really to see, okay, we have some systems, we have some accessory available. I know you have a couple of labs which are specialized in that technique. Is this something for you? Because it's very specific, it's very niche. So yeah, we at LabConsort, we are very proactive. We always think for the customer, and we always want to create sustainable relationships next to a sustainable business. And we are also always focused on creating multiple sales. So not here you have a device, it's one sale. No, we want to build a strong, sustainable relationship in which we can deliver the full sustainable services to them. Yeah, you're a great sales guy, huh? You're pitching me really in a great way, huh? We can agree with that. Huh? He's selling right now, huh? He's selling right now. Régis, comment tu fais pour vaincre la peur de la première vente? Tu vois, comment tu oses sortir et c'est quoi dans tous les entrepreneurs que tu as vus, un truc que tu peux nous dire, mais si tu as peur au début, qu'est-ce qui est bon de faire pour le faire? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et ce que je leur dis, arrêtez de vendre. En fait, il ne faut pas aller vendre, tu vas aller aider ton client. Si tu pars du principe que tu as un service, que tu as quelque chose qui a une valeur ajoutée pour ton client, tu viens l'aider, tu ne viens pas lui vendre. Dès que tu rentres dans cette pression que je dois absolument clôturer une vente, c'est là que ça va commencer à bloquer. Dès que tu lâches et tu dis non, j'ai un truc qui est bien, je t'appelle parce que je crois que je peux t'aider. Et quand tu pars dans ce mode-là, tu vas voir que tout va changer. Et tu vas prendre beaucoup plus confiance en toi-même. Voilà. Et tu peux donner un exemple. Moi, un exemple que je donne à mes étudiants, je dis, écoutez, allez voir Coolblue, les magasins Coolblue. Quand vous entrez dans un magasin Coolblue et que vous parlez à un vendeur, derrière, il y a le nom de son département et il est marqué service, il n'est pas marqué vente. Il est là pour te donner un service et il le fait très bien. Et donc, tu achètes. Et donc, dès que tu as compris ça, ça va aller beaucoup mieux. Ok, ça a l'air presque facile, tu vois. On s'enlève la pression de la vente et tout va aller. So you told us that you have clients all over the world, but you create a small team right now. Small, no, not 50 people working. No, at this moment not. So yeah? we're a small team of freelancers. Why freelancers? Because our business is very specialized. So we deliver everything from analytical balance to
mass spectrometers. So for every department, we have a freelancer available who is really specialized in that kind of field. Okay. And what was your personal recipe to be able to sell to Cambridge or other country? Because if I saw you as a small startup, I say, okay, selling to the opposite of the world, it's too hard, to make it. Okay, I will sell it globally in 3 years, in 4 years. But your first sale was already outside Belgium. Yeah, that's correct. Yes. Yeah. Yeah. No, it was really strange, when you're selling. For example, I think we were selling to Germany, to the UK, to China, also to Turkey, and we didn't. I think we didn't realize any sales at that moment in Belgium or the Netherlands. So it was later, but I think it's also, of course, maybe a mindset because I think maybe in Belgium or in the Netherlands. They prefer to buy new. Otherwise, maybe in other countries they are a bit further with sustainable purchasing. And sometimes also it's government regulation. And as you sold something with Cambridge, you're now a small startup, maybe for the Belgium scene, say, okay, he sold to Cambridge, so I can buy products from his company. EcoSteril, it's other brand or other startup in another field, in medical field in Belgium, and they sell products all over the world, but they have no clients in Belgium. They try to have their first client in Belgium, they're selling all over the world. So maybe there's something also with the mindset. Yeah. I think that's also something to do about regulation. Yeah. Yes. With recycling, you mean, right? Too much regulation here, maybe that stop you from. For EcoSteril, you mean? Yeah. Maybe. Yeah. Okay. Regis, when we talked about this show, you told us that a lot of startups, they want to go to a fair outside and find a seller that is going to sell for them, and so that they find someone going to distribute the product, and they say, okay, the work is done, something is going to sell for me. That's not working like this. Pas du tout. Et je trouve que l'exemple de Metin était très bon. C'est lui qui a appelé Cambridge, c'est lui qui a fait réaliser la première vente. Et c'est ça aussi que je dis, il n'y a personne qui va vendre pour toi. Personne ne va développer ton business pour toi. Donc tu dois le développer toi-même. Donc quelque part, tout commence par toi et tu vas amener les premiers clients. Et moi je me rappelle, il y a 30 ans, quand j'étais moi aussi dans la vente, je développais un réseau de revendeurs. Et moi ce que je faisais d'abord, c'est aller chercher un client dans un pays qui était prêt à acheter. Et dès qu'il était prêt à acheter, tu l'amenais chez un partenaire. Et tu dis, mais voilà votre premier client, si vous venez partenaire avec moi, voilà, je vous apporte déjà ça. Et tu as besoin de soi. Tu dois prouver aux partenaires aussi qu'il y a un marché et que ça marche. Si tu crois juste trouver un partenaire qui va développer le business pour toi et que tu ne dois rien faire, malheureusement, ça ne marchera pas. Et j'ose pas le dire, mais j'étais ce garçon-là. Oui, mais on a tous été. On a tous été, oui. J'étais à l'étranger, dans une autre vie. J'ai vendu une émission télé à Arthur en France quand il était au top à plein de pays. On a sabré le champagne, l'RTBF a sabré le champagne qui était notre partenaire. Mes investisseurs ont sabré le champagne. Et puis, c'est plus jamais rien passé. Et le champagne est rentré. Et en effet, il faut savoir aller se vendre. Dès le début, c'est vraiment pas mal d'avoir pu commencer comme ça. C'est trop bien. C'est quoi ton conseil, Martin? What's your advice for someone who is launching his startup right now? If you want to address the global market directly, what's your advice for young startups launching his business this year? For young startups to create a company? Yeah, young startup creates a company and you want to go globally, but how it's working, you don't know? I think it's important to take it step by step. And of course you have to take a risk. We also took a risk by emptying our whole bank account. There was nothing in it anymore. So okay, if this deal is going wrong, then it's the end of story. So I think at the beginning, of course, you're taking a lot of risk. Nowadays, we minimize risk, also by our general terms, but also by having sufficient cash flow. But I think for young startups, it's important to take it step by step and to test your concept, to test your thesis. Because I think there's a bit of a change of mindset at this moment with young entrepreneurs to first
start by looking for funding, for investors, for subsidies. Of course, you can take that to the next phase, but I think it's important to really test your concept and to see, okay, who are my customers? And you can start small. I start Lab Consort with 3,000 euros. That's all. No investors. No investors. You and Now, of course, we are in the next phase. We are expanding. We go to a circular center, recycle center. We have research and development at the Brussels Life Science Incubator. So now, of course, we have to attract some funding. But at the beginning, at the first 28 months, it was all self-funded. Okay. So everything from our expansion to our research and development for the AI systems. Nice, good job. Huh? So I think it's for young entrepreneurs, it's really important. Test your case and create different flows of income. It doesn't mind if it doesn't matter if you need to do some consultancy first or start with selling some basic products, but just create cash flow. I think that's the most important thing. Just create cash flow. I've got a couple of friends and they come to me and say, Martin, I have a great idea. But to start, I need 200,000 euros. And I'm like, okay, why do you need 200,000 euros? First test it and see, okay, does it work? I think that's important. Cool, on va retenir ça. Create cash flow first, be focus on that. Régis, tu rajoutais quelque chose pour clôturer ça? Mais je vais rajouter une chose à ce que dit Metin. Prenez votre téléphone et commencez à appeler. Hein. Allez, c'est beau c'est ça. Ça en fait, hein. C'est ce qu'il a fait et ça marche. Yes, let's go. Ok, super. Ben, merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci à vous. Très très bien. What is your advice for organisations that want to export to the UK and want to operate with across the single market into the UK? Well, I think it's important for the UK that you. I think it's for every market important that you create long-term business relations with your client. And of course, you have to initiate the first contact, but to really create a long-term export client, a long-term business relation, you have to follow up. So that's what we always do after a sale, when we, of course, you have to initiate the contact there, but when a sale is finalized, we just take the phone and call the client. Are you happy with the item? Can we give any support? So follow up. I think that's the key to really cultivate long-term import-export relationships, especially to the UK. When is the moment to feel ready to go to the big exportation and to go to the in the US? Well, right now. Yeah, I think. Do you for Lab Consort or for what kind of company? Because I think it's different. If you're a local bakery in Schaerbeek, you probably don't want to go to. Yes, to of the course. US. From your experience. When do you think it's the moment? And, the moment is, well, I think for Lab Consort, if I analyze it from the perspective of Lab Consort, then I know it's a bit like, this is the moment for us, for our company. Why? Because we have a lot of customers in the US right now, and they all want to send us equipment to Brussels, which is of course not sustainable. If you send equipment from New York or from Cincinnati, we have very strong contacts at the University Medical Center in Cincinnati. I think we have around 5 or 6 labs there where we deliver. So for us, at this moment, when we have clients which are in need for installation services, for training, which want to send us products, I think, for us it's the moment to create a small entity in the United States. J'ai une petite question, peut-être principalement pour Régis et puis pour toi aussi, Metin. On a parlé, tu disais, Régis, faut aller chercher le client soi-même, faut se présenter, personne ne va vendre pour toi. Quand tu as une petite boîte, il n'y a pas forcément 150 personnes derrière qui peuvent suivre
et du coup qui peuvent continuer à faire vivre la boîte quand tu essaies de faire de la prospection. Comment tu fais pour gérer tout ça quand tu es seul ou quand tu as une équipe réduite? Oui. Écoute, c'est dur. C'est dur. Il y avait un quote, et je ne suis pas un fan de Trump, mais dans un de ses bouquins de Trump, il a dit Eat more than you can chew and chew like hell. Et quelque part, honnêtement, c'est un peu vrai, malheureusement. Ça va être dur. C'est dur que quand on fait de la prospection, on ne fait pas autre chose. Et donc, tu as des moments où ça va commencer à faire du up and down. Et quelque part, non, quand c'est up, tu dois continuer et vraiment retrouver l'énergie de continuer à prospecter pour éviter de combattre ça et de pouvoir construire une équipe. Il n'y a pas vraiment le choix. And Metin, do you have the same experience? Like when you had to prospect and you had to take care of your company at the same time, like what were you prioritizing? So, like how did you manage to do it all? Well, I think managing it in the first 12 to 16 months, it was not managing, it was more surviving. All hands on deck. Yeah, all hands on deck, and of course, you work between 6 and 10 or 6 and 12 on a daily basis, 7 days a week, just to create cash flow. And I think it's important that every euro is €1, so you need to add a lot of cash flow to it. So Trump was right. Eat more than you can chew and chew like hell. Yeah. Merci beaucoup encore une fois. On peut les applaudir une dernière fois. Merci beaucoup les gars. Thank you very much. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Est-ce que vous pouvez vous pitcher en 2 phrases? Bonsoir d'abord, merci aussi pour l'introduction. Mais je m'appelle Aurore Deheusch et je suis créatrice de bijoux. J'ai une boutique rue Antoine Dansart et je vends à l'export aussi. Incroyable. Vite fait, bien fait. Oui. C'était pas mal. Efficace. Alors déjà, il faudra m'excuser. Je crains que nous avons mangé tout à l'heure. J'ai peut-être du verre coincé entre les dents, mais je vous rassure, je suis extrêmement heureuse que vous êtes à une certaine distance. Donc, Anaïs Sandra Carillon. De mon côté, je suis la directrice du Centre de mode et design à Bruxelles et je viens du secteur du luxe et design et mode dans mon passé. Incroyable. Est-ce qu'on peut dire que le MAD, c'est le plus beau bureau de Bruxelles? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire, il manque une chose, c'est un chien. J'ai décidé qu'on l'appellerait Maddy. Un poodle, vu que je suis allergique. Non, je rigole. Mais je pense qu'en général, quand on a des employés, souvent, quand il y a des petites tensions, un animal pourrait apaiser les situations un peu plus compliquées. Donc, why not? Je dirais que le bureau le plus beau, c'est au moment où on prendra Maddy. D'ici là, en attendant, on a un très beau bureau. Je vous invite à venir sur la terrasse avec une bouteille de vin. Ouh, pas mal ça. C'était très très propre dès le début. Et toi, tu fais des bijoux, mais tu risques ton site que si on a une envie, on peut venir chez toi et tu vas transformer ça en objet concret. Absolument, parce que je fais mes bijoux, donc j'ai ma marque et donc je produis mes collections. Je les crée, l'atelier est dans la boutique aussi, donc je fabrique directement en boutique. Et puis après, je travaille aussi beaucoup le sur-mesure, donc si vous avez une envie folle, eh bien, vous venez chez moi, vous m'en parlez. Je fais des croquis et je réalise tout ce que vous voulez. Aurore, budget? Budget, 0 budget, vous parlez, ça part de... Tout est possible. Mais pas pour 0 budget, hein, calmez-vous. Il va falloir relâcher quelque chose. 0 frontière, 0 barrière. Just the sky, the limit. Incroyable, incroyable. Et ce que tu portes aujourd'hui est de ta création? Bien sûr. Il y a un nom, il y a quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler de ce collier, par exemple? Ou de choisir un. Non, je vais pas parler de ce collier parce que en fait, je viens de le créer et pour l'instant, il y en a qu'un et c'est la prochaine collection. Donc c'est un petit teasing. Okay. Oh là là. Mais ça n'existe pas encore. Mais par exemple, mon bracelet ici, c'est la collection XXY, qui est une collection mixte, hommes et femmes, en argent, qui est 100% réalisée du coup dans mon atelier à Bruxelles, sur la mezzanine de ma petite boutique. Oh là là, c'est
c'est pas mal du tout. Et alors, on a un duo exceptionnel qui se connaît. Vous avez collaboré ensemble avant, et ce lien là fort existant a fait que, avant en fait l'émission, vous avez un peu discuté du projet. Et pour une fois, pour le plaisir de tout le monde, je vais un peu me taire et vous laisser conduire la discussion sur l'export, le bijou, la mode, comment on réussit là-dedans. Je vous laisse. Je ne sais plus qui pose la première question. Je pense que c'est chez toi, mais allez-y. Oui, moi, à part savoir comment tu vas appeler le chien qui sera... Je ne vais pas poser de question. Donc en fait, Aurore, tu as commencé parce que tu t'es fait accompagner entre autres par le MAD pour le développement de ta société. Maintenant, c'est vrai que donc avec le MAD, on accompagne énormément, environ 180 sociétés par an. Et souvent, quand ils viennent, ils nous disent on a une stratégie export, on veut aller à l'étranger. Moi, je leur pose la question, mais vous avez fait un benchmarking? Quels sont les pays sur lesquels vous voulez les targeter d'abord? Donc ma question d'abord, Aurore, c'est est-ce que toi, dans ta démarche, est-ce que tu as eu cette initiative ou de quelle manière, en revanche, est-ce que tu t'es positionnée? Mais, du coup, moi j'ai décidé de m'installer d'abord à Bruxelles parce que j'étais bijoutière, je voulais fabriquer de mes mains, mais je voulais un contact avec la clientèle. Et donc pour moi, le B2C était hyper important parce que c'est ce qui me faisait vraiment kiffer aussi, quoi. Le B2B est arrivé après, plus dans une démarche de pérenniser mon entreprise. Et alors j'ai pas vraiment benchmarké parce que j'avais un peu on me proposait de vendre quelque part, j'étais contente, tu vois, mais j'avais un peu des espèces de clients idéal, un peu utopie, de me dire, bah oui, j'aimerais bien vendre au Japon, par exemple, parce que la mode et le design japonais semblent correspondre tout à fait à mon ADN, l'ADN de ma marque, etc. Donc j'avais des espèces de petits espoirs, mais par contre, j'avais pas les capacités d'aller démarcher sur place, par exemple, et j'ai vite décidé de me dire, ok, j'ai réfléchi plus à où je pouvais me mettre pour essayer de toucher le plus de monde possible, en disant que moi j'avais ma boutique, j'avais mon atelier, je fabrique tout moi-même, et que du coup j'avais pas 1 milliard de temps à consacrer au démarchage export. Et du coup je me suis dit, si je me mets à Paris, en gros je touchais l'international, quoi. Et qui voulait, venez, en gros. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du secteur de la mode et du design ici ou du monde créatif? Ah ben non, mais tant mieux, vous allez découvrir quelque chose, non? Eh bien, en tout cas, sachez, on a des Fashion Week principales, on a plein d'événements, mais dans le secteur de la mode, il y a plusieurs possibilités pour justement aller s'exporter. Notamment 2 possibilités majeures, qui sont, enfin 3, on pourrait dire. La première, c'est être au sein d'une foire, et comme expliquait Aurore, on peut choisir une foire qui ne soit pas dans le bon pays, mais qui peut aller toucher plein d'autres clients qui viennent de l'étranger. On peut choisir l'option showroom, qui est donc habituellement en centre-ville ou dans un quartier spécifique où il y a plusieurs showrooms. Et puis on a l'option de se dire, vas-y, je vais faire un pop-up B2B. Sauf que sans les contacts, c'est un peu compliqué. Aurore, de ton côté, comment est-ce que tu as fait et quelle a été ta décision? Et moi, ça a été très pragmatique, dans le sens où je n'avais pas un budget incroyable. Donc, mon entreprise est complètement autofinancée et j'ai démarré avec pas grand-chose, un peu comme toi, Métine. Le truc, c'est qu'il fallait que je sois efficace. Une grosse foire, c'est des budgets astronomiques, et c'est surtout que si moi, je pouvais me payer un demi-mètre carré, j'allais être complètement invisible dans une foire où il y a un flux énorme. Avoir un showroom toute seule, impayable, et puis de toute manière j'avais pas de carnet d'adresse, donc j'aurais été toute seule comme une malheureuse. Donc du coup j'ai opté pour le showroom multilabel, qui était du coup un espèce de compromis acceptable entre un investissement et une espèce d'assurance d'avoir un retour sur investissement, quoi, en me disant que eux ils avaient quand même un carnet d'adresse, donc j'allais utiliser leur carnet d'adresse pour me faire des contacts et pour avoir les quelques rendez-vous, parce que j'avais des contacts perso et il fallait que je les voie pendant la Fashion Week, parce que parfois il y a des buyers qui viennent que pour des moments très précis et il fallait que je sois là à ce moment-là, et donc c'était un peu ce qui me convenait en fonction de ce que je pouvais investir et ce que je devais faire absolument, quoi. Est-ce que l'un de vous sait combien ça coûte d'être présent sur une foire avec un stand? Qui se lance? Qui ose? Allez-y. Hurlez bien fort, je vous entends pas. 15 000, on a 15 000. Ça dépend du nombre de mètres carrés, en effet, mais on est en dessous de 10 C'est 000, toi, combien 15 000. Combien C'est pas mal, ok. Bon alors, prenons une foire comme maison objet. Mais
Voilà, exactement. Donc, maison objet, typiquement, il y a 7 halls, donc il y a également tout ce qui est accessoires, il y a tout ce qui est plutôt produits pour la maison, il y a tout ce qui est meubles. Et bien, être bien placé, avoir un bouffe d'environ 70 mètres carrés, 50 000 €. Et ça n'inclut pas toute la construction. 50 000 € l'espace au sol, quoi. Oui. Exactement. Donc, est-ce que ce serait votre première Calmez décision un peu, d'aller faire hein, une foire? Enfin, ça dépend du secteur, non? Ouais. Moi, perso, j'hésiterais quand même. Et alors, pour un showroom, en revanche, c'était quoi le prix? Alors j'ai fait un peu un déni de la situation, je me rappelle plus très bien, mais j'avais un truc comme 4 500, 5 000 €. Bonne nouvelle, ça n'a pas été trop indexé. On a 5 000 pour le moment. Non mais, et le pire, c'est qu'après ils vous disent, est-ce que vous voulez un tabouret? Parce que c'est 500 € en plus. T'es là, mais Et what? puis n'oublie pas, c'est que pour être sur le site internet avec ta collection, il faut que tu payes 1 000 € encore en plus. Oui, c'est clairement, oui, voilà. Mais à un moment donné, comme aussi vous disiez tout à l'heure avant la pause, c'est qu'il faut mouiller la chemise et il faut y aller. Il faut arrêter de se poser des questions parce que sinon on ne fait jamais rien. Donc on y va. Voilà, showroom, bonne solution. Alors, qu'est-ce qui est intéressant également, c'est que typiquement, il y a un agent qui gère le showroom multilabel et lui, il vous garantit qu'il fait venir environ entre 120 et 170 bailleurs internationaux pendant cette période-là. Maintenant, la question, c'est, la première fois que tu as fait une présence justement dans un showroom, est-ce que tu as vraiment eu des bailleurs qui ont acheté? Parce que vous pensez que la première fois, on vend? Dites-moi, oui, non? Eh ben voilà, Aurore, je t'écoute. Bah non. Non, en fait, leur carnet d'adresses était chouette parce qu'il y avait un flux de monde, de bailleurs qui se sont arrêtés, qui ont trouvé les produits beaux. Donc on te dit que ce que tu fais, c'est génial et qu'il faut persévérer et que si tu es là à la saison suivante, peut-être qu'ils investiront dans ta marque, mais qu'en attendant, ils attendent que tu fasses un peu tes preuves. Donc les showrooms, tu dois aussi voir ça sur un investissement sur le long terme, quoi. Moi, j'ai fait, je pense, 5 saisons. Je t'avais dit 6, mais je pense que j'ai fait 5 saisons. 5 saisons equal 2 ans et demi. Et par contre, au fur et à mesure, j'avais des clients qui se concrétisaient, quoi. Mais il faut trust de process et suivre ta route et voilà, espérer que... Et comment tu t'es senti parce que j'imagine que la première fois où tu y vas, on est plein d'espoir. On rentre dans le naïf. le temps de la mode. Bienvenue dans le secteur de la mode. Oui, on est très naïf, très optimiste, mais je pense que c'est nécessaire, hein, ça fait partie du package pour survivre à ce genre de truc, d'expérience. Mais après, c'est hyper enrichissant parce que tu comprends, en fait, c'est une espèce d'école aussi, quoi, parce que tu comprends, tu discutes dans ces foires-là, t'as plein de plus jeunes des créateurs émergents, mais tu as des gens qui, justement, travaillent déjà avec le showroom depuis des années, donc ils ont des clients qui font leur shopping, qui leur disent je veux 25 pièces de ça, 100 pièces de ça, etc. Donc tu apprends énormément, et donc en fait, tu te consoles un peu en te disant j'ai pas vendu, j'ai pas mon chiffre d'affaires annuel sûr et certain, mais par contre, j'ai appris plein de trucs. Je sais que la saison prochaine, je ferai comme ça, mes listings prix seront comme ça, j'aurai des lookbooks, enfin bref, donc c'est nécessaire et c'est un peu, oui, t'apprends, quoi. Et c'est déjà bien. Et Aurore, là tout à l'heure justement, quelqu'un parlait de cash flow. Comment est-ce que tu as pu créer ton cash flow en attendant pendant ces 2 ans et demi? Moi, j'avais l'avantage d'avoir la boutique et j'ai vraiment voulu construire quelque chose de solide en B2C pour ensuite pouvoir me donner l'opportunité de pérenniser encore plus en B2B, tu vois. Et donc, du coup, j'avais ce cash flow. Et puis, le MAD m'a beaucoup aidé. J'ai eu un subside pour... Yes, je n'étais pas encore là, je vous préviens. Elles ont bien préparé. Vous avez vu comment on a glissé le truc discrètement? Merci. Non, mais sérieusement, alors je vais te flatter pendant 5 minutes, mais vraiment, c'est pour des petits créateurs. Et moi, j'ai commencé avec 0 budget et pas de carnet d'adresse. Donc, je ne connaissais personne dans la mode et j'avais 0. Et du coup, ce genre d'ASBL qui, justement, aide de manière soit financière, soit surtout des coachings pro, t'aide à faire des pas de géant, en fait. Quand toi, si tu l'avais fait tout seul, j'y serais arrivé, ça c'est sûr, mais j'aurais mis 15 ans au lieu de 2 ans et demi. Merci. Aurore, là, tu as mentionné justement stratégie B2B et stratégie B2C. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Parce que, honnêtement, moi, habituellement, je vais conseiller plutôt d'aller vers une direction, une chose à la fois, parce que déjà, quand vous avez une petite boîte, on en parlait tout à l'heure, on est un peu comme Shiva, on a 8 bras et on doit tout faire. Donc pourquoi est-ce que tu as pris la décision de te positionner sur les deux?
Moi, j'ai fait un truc où, justement, c'est un petit peu utopique de nouveau, mais je me suis un peu dessiné le métier de mes rêves en me disant, moi, si je pouvais faire ce que je voulais, j'aurais une petite boutique, comme ça je rencontre des gens, c'est sympa, je papote, j'expose d'autres artistes que j'aime bien parce que je trouve ça cool, et en plus, si je pouvais vendre à l'export, ce serait vraiment bien, parce que voilà. Et donc, du coup, j'ai vraiment eu cette espèce de schéma un peu, irréel, et puis je me suis dit, oui, ok, la petite boutique, elle est là, et en fait, je pense que moi, ça, c'est mon schéma de mon métier idéal, mais l'idée, c'est que je pense que chacun peut dessiner son boulot idéal, et vraiment, il y a toujours moyen d'y arriver, quoi. Et moi, j'ai des toutes petites attentes, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis vendue dans 4 pays dans le monde, mais c'est très bien, et je suis pas sûre de vouloir spécialement développer et en avoir 15, 20, 30, non. Ce que je veux, c'est que par exemple, mes ventes à l'export me permettent de faire ma petite popote à Bruxelles et de vivre ma petite vie tranquille, de dire, oui, je fabrique de mes mains à l'atelier à Bruxelles, j'ai des clients fidèles hyper sympas en boutique, et moi, ça me va, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il ne faut pas... L'export, à un moment donné, c'était vraiment, il faut absolument que tu vendes à l'export. Pour pouvoir produire à l'export, ça veut dire que tu dois plus fabriquer toi-même, donc ça veut dire que tu dois produire à l'étranger. J'étais mais non, moi en fait je suis bijoutière, j'ai juste envie de faire des bijoux, d'avoir les mains dans le cambouis dans mon atelier, et voilà. Donc il faut pouvoir prendre un peu de recul pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment, et juste utiliser les outils qu'on a, comme l'export, pour m'assurer une stabilité. Mais c'est pas quelque chose que je veux absolument développer, genre en mode, il y aura 600 boutiques qui vendent des bijoux, tu vois. Donc il faut un peu... je trouve que c'est important aussi de savoir ce qu'on veut et trouver le juste équilibre, quoi. En effet. Par contre, il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée, celle qu'on n'aborde jamais, en tout cas dans le monde créatif, c'est quid le contrat, quid les royalties, quid quel est le pourcentage que l'agent prend, quid quand je vends en magasin, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu as pu justement éviter de te retrouver avec des contrats qui n'étaient pas à ta faveur? J'étais, comme j'y allais un peu aveuglément, j'étais un peu ouverte à toutes les propositions. Par contre, je suis très bordélique sur plein de choses, mais quand il s'agit d'organisation et de trucs pragmatiques, je veux que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et donc, quand je suis arrivée à Paris pour ma première foire à l'export, je me suis dit, il faut que j'ai un espèce de... mes conditions générales de vente d'export soient claires, nettes et précises. Et là, j'ai demandé à un avocat, ça a été rédigé de manière... rigoureuse, et ça je pense que c'est hyper important, c'est qu'il ne faut pas y aller un peu genre oui, non, ils me demandent une exclusivité, ça va, ils prennent tout. Non, moi c'était très clair, c'était mes règles, et je préférais ne pas travailler avec certaines personnes plutôt que de vendre mon âme au diable. Super. Alors dans notre secteur, on a une autre problématique. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la vente en dépôt? Oui, je vois quelques hochements de tête. Est-ce qu'on peut lever les bras, s'il vous plaît? Fantastique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, sachez que ce sont des boutiques multimarques qui disent « Ah, j'adore ta collection. Par contre, je vais te la vendre, mais je ne te paye pas tant que je ne la vends pas. » Donc, ça veut dire que les petits créateurs doivent produire, doivent envoyer leurs pièces tout gratuitement, et là, la boutique, si elle ne vend pas, elle te les renvoie. Donc, comment est-ce que tu as répondu à cette demande? J'ai envoyé des bijoux en dépôt et je me suis dit merde, je me suis pas voir. Non, mais en soi, je pense que c'est une école parce que tu apprends, tu dois faire des erreurs, etc. C'est pas vraiment des erreurs non plus, mais idéalement, c'est mieux de vendre parce qu'au moins c'est fait, c'est acté et voilà. Et le problème, c'est que quand tu es en dépôt, tu es en dépôt là, et puis tu es en dépôt là, et puis tu es en dépôt là, donc tu as du stock là, et donc du coup, ça te fait. Ça rentre dans ton chiffre d'affaires et donc ça te flingue ton bilan à la fin de l'année. Et c'est surtout que tu n'as aucune assurance que ce soit vendu. Donc au début, j'étais très contente parce qu'évidemment, ce système est bien rodé, c'est-à-dire qu'ils vont te dire « mais je prends des pots et puis peut-être que l'année prochaine, j'achèterai, machin ». Mais ils n'achètent jamais parce qu'évidemment, voilà. Et puis toi, tu es fier de dire « je suis vendu là-bas » et tu ne dis pas que c'est en dépôt. Maintenant, c'est un peu plus clair. Je me dis, je ne vends que à des boutiques qui achètent, sauf si j'ai vraiment un
coup de cœur. Et là, c'est vraiment un coup de cœur sur la personne, c'est sur le concept. Je vends, par exemple, à Lille, dans une toute petite galerie. Je m'entends hyper bien avec la galeriste. C'est une bosseuse de dingue. Elle n'a pas les moyens d'acheter un stock, mais je bosse avec elle en dépôt parce que ça me fait vraiment plaisir. Et c'est presque un soutien pour elle aussi, quoi, parce que je crois en son projet. Et voilà. Mais donc ça, c'est vraiment... C'est exceptionnel, mais c'est vraiment plus humain qu'autre chose, quoi. Merci. Est-ce que tu as une dernière question pour Aurore? Oui, j'en ai une dernière. Désolée. Je pense qu'elle est assez importante. Pendant la situation du Covid, il y a énormément de bailleurs qui ont juste arrêté d'acheter. Je me suis retrouvée dernièrement avec des marques qui sont venues en disant nous, on n'a pas chouchouté nos bailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Mon plus grand client export, c'est le Japon, et ils m'ont dit en période Covid que de toute manière ils ne pouvaient pas venir. En fait, normalement ils venaient au Fashion Week, et les Fashion Week ont sauté pendant les confinements, etc. Donc ils m'ont prévenu comme quoi ils mettaient en pause les achats, mais qu'ils espéraient pouvoir revenir, etc. Ce que je comprenais complètement, restrictions budgétaires, on était tous pareils. Je pense que c'est important de garder le contact. Et quand on est sorti de toute cette période, je suis retournée à Paris pour un autre événement, et du coup j'ai recontacté mes clients japonais. Il y avait toujours quelqu'un sur Paris, et j'ai bêtement été boire un thé avec cette dame, mais je pense que... juste le fait de demander comment ça va, comment l'entreprise fonctionne, être sûr que c'est OK, tout va bien de leur côté, etc. Je n'ai rien vendu cette année, mais c'était juste garder du contact, garder du lien. Et aujourd'hui, ils me commandent deux saisons par an plutôt qu'une avant. Donc finalement, je pense que toutes ces petites actions... l'humain, il reste le truc... Enfin, pour moi, c'est le côté authentique, être humain, sympa, créer des liens réels, quoi. Pas juste professionnel, de dire, OK, je suis hyper pro, j'ai des line sheets magnifiques, machin. Non, il faut un lien humain, quoi. Et si tu arrives à avoir ça, c'est hyper précieux, et ça fonctionne dans les deux sens, quoi. Merci. Incroyable. Merci beaucoup pour votre témoignage qui, comme ça, sans... mettre sa carte de banque, mais quand même pas loin, qui, après ce témoignage-là, a envie d'aller dans la boutique et de passer la porte? Levez la main. Oh là là. Il y a des bijoux pour hommes aussi. Hein. Merci. Elle est où ta boutique encore? Rue Antoine Dansard, côté Canal, 175. Ça s'appelle Noge. N-O-J. Ouvert sur rendez-vous, on y va? Du mercredi au samedi, de 11 à 18h30. Donc à demain, tout le monde. Hein. Incroyable. On va les applaudir, évidemment. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler des moments les plus difficiles et peut-être des erreurs qui ont eu un gros impact sur vous? Alors, les moments difficiles, je pense qu'il faut accepter qu'il y en aura toujours et que c'est cyclique. C'est que là, maintenant, j'ai arrêté d'espérer qu'un jour je dormirai sur mes deux oreilles. Ce n'est pas possible. Et parce que j'ai à peu près tout vécu dans le sens où j'ai démarré avec une associée, ça s'est mal passé, on s'est séparés. Après, il y a eu des travaux dans les tunnels bruxellois, on ne savait plus atteindre Bruxelles. Après, il y a eu le piétonnier. Après, il y a eu le Covid. Après, il y a eu les attentats où il y a eu un lockdown, on a dû fermer nos commerces. Donc, je suis rodée pour tout, il n'y a pas de problème. Donc là, prochain truc, raz-de-marée, il n'y a pas de problème, je résisterai à cette situation. Donc, il faut juste dire que, shit happens, ça c'est sûr. Et qu'il faut être passionné, je crois, enfin non, j'en suis certaine, et que moi c'est ça qui me remet chaque fois sur pied, c'est qu'en fait cette passion ça coule dans mes veines, quoi. Je m'emmerderais si je pouvais pas faire ça. Donc chaque jour je vais au boulot avec le sourire, mais parce que comme je dis, c'est hyper important de pas juste faire du business pour faire du business, il faut vraiment trouver la flamme, quoi. Voilà. Et en termes d'erreurs, je dirais que je devrais, moi, plus me remettre plus me poser des questions rapidement, quoi. Me remettre en question toujours et toujours et toujours. Je le fais. Anticiper, quoi. Ou par exemple, avec mon associé, ça s'est mal passé. On aurait dû terminer cette collaboration bien plus tôt. On a traîné trop sur la longueur. C'était pas nécessaire. On a perdu du temps, quoi. Donc être un peu plus effectif et pas se dire... ça va passer, ça ira. Non, c'est quoi le problème? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Actif, tout le temps, dynamique, tout le temps. C'est vraiment ça.
Oui, peut-être un simple petit commentaire, parce que je vais parler donc des marchandises en dépôt. Bon, j'étais consultant pendant toute ma carrière, et un de mes clients, c'était en fait une société de prêt-à-porter dans le sud de la France. Et c'est vrai qu'ils refusaient toujours de mettre en dépôt parce que c'était simplement des vêtements blancs, coton blanc. Ils mettaient ça en dépôt et ils récupéraient du coton jaune. Donc en fait, c'était à balancer. Mais je pense justement qu'il y a deux choses à voir. Je crois que quand on met une marchandise en dépôt, il y a le côté effectivement qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu parce que finalement le commerçant n'a pas intérêt à pousser votre marque parce qu'il s'en fout, il l'a jamais payé. Donc il y a d'abord vendre une marchandise qu'il a payée. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, je pense que si on a l'opportunité de rentrer dans des grands centres commerciaux, par exemple, je parle Printemps à Paris, des choses comme ça, mais forcément, on va y aller, on va mettre en dépôt. Mais il ne faut pas considérer, je pense, ce dépôt comme une vente, mais comme une opération marketing, tout simplement. Comme vous le disiez tout à l'heure, simplement pour le dire, ben voilà, je suis chez eux, vous voyez, donc ça va vous attirer pas mal de clients. Mais donc, il ne faut pas voir la rentabilité du truc, même si ça reste pendant 6 mois, vous ne vendez rien, vous en foutez complètement, en fait. C'est ça l'histoire. Maintenant, par exemple, je viens de créer, il y a quelques années, une société dans les compléments alimentaires. J'ai décroché il y a peu un client très connu, je vais dire, un distributeur très connu, je ne vais pas citer le nom. Non, parce que en fait les conditions sont assez amusantes. C'est également un dépôt de 6 mois, donc il vous paye également chaque fois qu'il a vendu, il paye fin du mois, donc correct. Mais ce qui est très drôle, c'est que la marchandise est en dépôt, mais s'il bousille la marchandise dans les entrepôts, c'est pour votre pomme. Donc, ah oui. Dis son nom alors. Non, non, je ne suis pas suicidaire non plus. Mais voilà, donc il faut vraiment voir, je crois que le dépôt est une bonne chose dans certains cas, mais je pense que c'est surtout une bonne chose pour avoir une image. Donc le dépôt vaut la peine quand on peut retirer quelque chose en termes d'image, mais pas en termes de vente, parce que je crois que justement le commerçant n'a aucun intérêt à pousser. Enfin, c'est mon avis, hein, maintenant, voilà. Je trouve que c'est très intéressant. Je vais juste rajouter quand même un petit complément et par expérience. Alors, de mon côté, j'ai toujours travaillé dans le passé dans le secteur du luxe et pour le privé, donc on n'avait pas du tout cette problématique-là. Néanmoins, j'ai travaillé avec énormément de personnes à Milan. Et si on prend 2 exemples, vous mentionniez Printemps, la Rinascente ou Corso Como 10. Je vais faire les 2 noms. La Rinascente travaille de cette manière-là. On a plusieurs designers belges, si on nomme du biscuit, qui ont accepté, ont présenté leur vase, ça a été vendu, donc ils y ont gagné, donc très bien. Si je prends l'exemple de Corso Como 10, qui est passé par des investisseurs chinois, ça a un peu passé par les mains de tout le monde. Non seulement ils ne payaient pas leurs employés pendant 6 mois de retard sur les salaires, mais idem pour les collections. Alors est-ce que ça en vaut vraiment la peine à ce moment-là, quand ça peut mettre en faillite une société? Et après, la faillite, ça fait partie de la vie aussi. Hein. On peut récupérer, si on prend par exemple Helamco, il a quand même fait faillite 1 ou 2 fois avant de devenir ce qu'il est maintenant. Mais par contre, il faut réussir aussi à se dire, ok, quelle est la limite? J'entends et je suis d'accord avec vous, mais soyez re-questionner. Et ce que je trouve très intéressant par rapport à ce qu'Aurore disait, c'est plus la grandeur c'est la personne humaine. Et c'est s'entraider. Et je pense que, surtout depuis le Covid, alors peut-être qu'on va retourner dans un format du passé, mais en tout cas, dans notre secteur, il y a de plus en plus sur qu'est-ce qu'on va faire localement et comment est-ce qu'on va s'entraider, les petits. Et personnellement, je viens du luxe, mais d'une société qui a toujours dit, ben non, en fait, le travail, il doit être payé. Et la créativité aussi. Mais bon, il y a très peu de sociétés comme ça. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec vos 2 points de vue, mais utiliser un dépôt pour communiquer et se donner de la crédibilité, c'était une bonne chose. Moi, je sais qu'au début, le problème, c'est que quand on est un indépendant et qu'on n'a pas de point de vente à l'export, on te demande « Ah oui, mais donc, et tu vends dans d'autres magasins ?» Et tu es là « Non, toujours pas. » Mais donc, il faut trouver un premier. Et parfois, le dépôt te permet de te donner une notoriété et une crédibilité que tu peux ensuite utiliser pour trouver d'autres points de vente B2B qui t'achètes vraiment, quoi. Et donc en fait ça revient, enfin donc on est à peu près tous d'accord sur le principe qu'il faut vraiment bien choisir et trouver l'équilibre juste, mais je sais que oui, moi certains dépôts m'ont permis de dire ben oui, je vends dans d'autres boutiques, et donc du coup ça crédibilisait ma marque, donc d'autres m'ont acheté, quoi. Donc ça a été un espèce de vecteur une espèce de quelque chose qui permettait à l'acheteur d'avoir confiance en ma marque, quoi.
Moi, je voulais juste ajouter un commentaire sur la vente dite en dépôt, parce que ici, c'est dans le cadre de la mode et autres, mais il y a des tas d'autres secteurs où la vente en dépôt peut être le moyen d'arriver à commercialiser un produit, soit parce que le stock complet serait trop cher, soit parce que la disponibilité de pièces est importante et qu'on travaille avec, je dirais, un ensemble restreint de produits, mais qu'avoir tout l'assortiment est important. Alors, moi, je l'ai vécu dans le domaine médical, mais je sais que ça existe dans le secteur aérien et dans d'autres, où vous devez avoir la pièce et il ne s'agit pas de l'avoir demain ou quelque chose, parce que ça peut être très important sur les conséquences que ça va amener. Et donc, avoir une combinaison d'un stock qui est acheté et d'un stock qui est mis en consignation est souvent une bonne méthode. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout précisé. On a pris l'axe là, bijoux. Maintenant, si on prend l'axe du design collectible, donc design collectible, ce sont des pièces utilitaires telles qu'une chaise, une table, mais fait en pièces uniques, donc artistiques. C'est vendu dans les galeries d'art de design collectible. Mais typiquement, là, la galerie, elle ne peut pas se permettre de commencer à acheter 10 000 tables à 10 000 euros, 20 000 euros chacune, donc ce serait le même cas. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais merci pour la précision. Voilà. Génial, mais encore merci beaucoup d'avoir participé à ça et pour vos réponses éclairantes. Bienvenue. Merci. Merci. Est-ce que tu vends des bijoux? C'est moins intéressant le software que les bijoux, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que tu as eu un beau panel avant, et une petite pression. La concurrence est difficile de parler de software. Alors toi tu es un peu le Yeti, hein, l'homme dont on parle beaucoup mais qu'on ne voit jamais, l'animal dont on parle qu'on ne voit jamais, tu es celui qui a vendu. Oui. Entrepreneurs qu'on ne voit pas souvent. Par accident en plus. Par accident. Entrepreneurs qui ont levé des fonds, entrepreneurs qui rêvent de vendre, qui en parlent beaucoup, qui l'imaginent, qui l'écrivent quelque part. Peu l'ont fait, tu l'as fait. On va un peu parler de ça aujourd'hui, mais tu peux nous rappeler Proxyclick, qu'est-ce que ça faisait? Alors il y a eu... Qu'est-ce que ça fait en fait? Oui, quand on l'a vendu, ça faisait une chose, c'était un système pour enregistrer les visiteurs à l'accueil des entreprises. Donc on a digitalisé le processus d'enregistrement du visiteur, qui il y a 10 ans était sur papier, on l'a bougé sur l'iPad avec les connexions au contrôle d'accès, etc. On arrivait, on met dans je suis arrivé à telle heure, nanana, le nom, voilà. tac, tac. Et l'immatriculation de la voiture, à qui on rend visite, etc. Tout ça était sur papier et on l'a digitalisé. Ça, c'est le produit de fin. Le produit du début, c'était une plateforme Internet, un site Internet pour commander à déjeuner le midi. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. Donc il y a eu toute une phase au début où on vendait un système pour regrouper les commandes des entreprises. On appelait ça la cantine virtuelle. En faisant du porte-à-porte, ce n'était pas de l'export, c'était vraiment du porte-à-porte à Zaventem. J'allais voir les entreprises et je leur demandais: vous voulez pas acheter mon truc là? J'ai un système pour commander les sandwichs le midi à la place de votre cantine. Mais donc, tu as vendu, le chiffre n'est pas public, mais une belle vente. Ou il est public le chiffre? Le chiffre n'est pas public, mais le chiffre d'affaires, l'ARR, était de 10 millions au moment où on l'a vendu. On avait 100 personnes et 10 millions d'ARR. 10 millions, 100 personnes. Et donc, ce qui est évidemment un résultat pas mal, mais ça a commencé sous la pluie, dans un zoning triste à Zaventem. Et en parlant aux réceptionnistes à l'accueil, je découvrais des autres problèmes qu'il y avait à la réception. C'est l'enregistrement des visiteurs, le parking, la maintenance, etc. Donc on a eu toute une phase du business où on a cherché, on a essayé de trouver quelque chose voilà, on était bootstrap et on cherchait une manière de faire croître notre activité. Et on a pivoté on a cherché entre 2008 et 2014. Quand tu cherchais, comme c'était sur fonds propres, il y avait déjà le chiffre d'affaires. Il y avait déjà du chiffre d'affaires de 0 à 500 000 euros environ, et jusqu'à 6 personnes pendant 6 ans. Donc c'était très, 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 très lent, surtout qu'on vendait des abonnements à 50 ou 100 euros par mois. Puis à un moment, on a trouvé, tout d'un coup, l'enregistrement des visiteurs, ça fonctionnait. Parce que nous, quand tu nous dis ça ne nous paraît pas fou, tu vois? Ah non, c'est tout à fait... Mais c'était un vrai problème. C'était un mini-problème, un problème niche, mais par contre... enregistrer un visiteur à Bruxelles, à Pékin, à Mexico City ou à New York,
c'est la même chose. Et ça, c'était le gros avantage, évidemment. On avait trouvé un business qui était un problème mondial, enfin un problème, un processus à améliorer, à digitaliser, qui était le même partout dans le monde. Et donc l'exportation, qui est un mot qui sonne un petit peu bizarre dans le software, puisqu'il n'y a pas vraiment de frontières dans le software, était naturel avec le produit. Et tout d'un coup, un marché tout petit devenait gigantesque parce qu'il y a des millions de réceptions dans le monde. Et après, on s'est même rendu compte que le marché se scindait entre l'enregistrement des visiteurs pour les écoles, pour les entreprises, pour les centres sportifs, etc. Donc, tu avais une société qui marchait, mais qui ne faisait pas comme ça pendant de nombreuses années. 2008-2014, de 0 à 500 000 jusqu'à 6 personnes. On trouve en 2014, c'est les visiteurs. On met plus qu'une chessole sur le site web. 2014-2017, on passe de 500 000 à 1,5 million en 2-3 ans, 17-18 personnes. Et là, on se dit, OK, on a trouvé, ça mord. On a un processus commercial qu'on contrôle. On a des demandes du monde entier. On se réveillait le matin, on avait des boîtes d'Australie, des centres sportifs au Mexique, on a eu Airbnb un matin qui s'est enregistré sur le site. Enfin, c'était la nuit, mais pour nous, pour eux, c'était la journée. Nous, on se réveillait. Donc, on a eu cette espèce, on dit, voilà, on a trouvé. Et là, on s'est dit, on n'est pas les seuls à avoir trouvé. Il y a un petit génie en Californie qui a eu la même idée, qui vient de lever 1,5 million de dollars auprès du CEO de Salesforce, CTO de Facebook, je ne sais plus qui, de Yelp, toutes des stars. On se dit, merde, il faut qu'on accélère aussi parce que sinon on va devenir obsolète. On a mis des années à trouver. Et là, on a fait une première levée de fonds avec un fonds allemand de 3 millions d'euros. Et là, on est en 2017. Et on est à 1,5 million d'ARR. Et comment ça se passe pour du software? En effet, ça peut se vendre partout, mais dans une précédente discussion, tu nous parlais de la différence entre le client américain et le client belge. Est-ce que c'est parfois, on en parlait un peu aussi, et c'est pas pour faire une soirée des primes sur la Belgique, mais c'est pour montrer les différences qu'il peut y avoir culturelles. Est-ce que c'est parfois plus dur de vendre à un client belge qu'à un client américain? Tu as vécu ça dans ton... Oui, et il y a une vidéo Startup Vie que je recommande vivement, où on explique, on discute du sujet à deux et on explique en détail cette partie-là. Mais effectivement, c'était frappant de voir comme en 2-3 coups de fil, on parvenait à convaincre quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait jamais vu, évidemment, de payer un montant assez important par an pour utiliser le système, alors qu'il fallait des réunions en tête-à-tête, des discussions interminables avec le prospect belge du bout de la rue qui pouvait nous venir nous tordre le cou si ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, parfois c'était... Donc peut-être c'est un gros apprentissage. Si vous vendez du software, c'est une des grosses questions, c'est la question US. Qu'est-ce que vous faites avec les US? Parce que c'est parfois plus facile d'aller aux US que d'aller en France. On a toujours ce réflexe, et je parle maintenant avec beaucoup d'entrepreneurs, le réflexe, c'est si on est francophone belge, on vend d'abord en France, si on est néerlandophone belge, on vend d'abord aux Pays-Bas. Et en fait, c'est très compliqué de vendre sur deux marchés avec des langues similaires mais des cultures différentes. C'est pas l'anglais qui est la langue globale du business. C'est en fait plus facile, dans beaucoup de cas, de commencer aux US. Parce que $1 investi en marketing va rapporter beaucoup plus, parce que le marché est plus grand, parce que culturellement, ils ont une culture de la transaction et pas de la relation. Nous, Belges, Européens, on a d'abord la relation et plus la transaction. L'anglo-saxon, c'est la transaction qui compte, donc ça va plus vite. Troisièmement, ils sont 2 ans en avance, dans le software de nouveau, pas dans les bijoux. Dans le software, ils sont 2 ans en avance, donc ça va plus. Ils nous éduquent sur des tendances qui vont arriver en Europe après, donc on est meilleur sur le marché. Et donc... Et pour adresser les US, tu dois directement aller débaucher le dossier super cher et créer un bureau là-bas, ou tu peux faire d'ici? Avec l'aide de Hub, et avant ça, c'était un autre nom. C'était quoi? Il y a eu plusieurs noms. Il y a eu ABE, il y a eu Impulse et puis Hub, c'est ça? Et avec l'aide de Hub, pas mal, hein? Ouais, il a bossé. Il a bossé. Et donc, avec l'aide de Hub, on est allé à des conférences avec notre petite mallette où j'allais parler à
à la passionnante conférence internationale du Facility Management. Ok, passionnant. Ouais. Un peu les Oscars 4000 Facility Managers, Ouais. donc c'est tout de suite à grande échelle. Et donc tu es là et tu essaies de parler à tout le monde avec ton petit badge et ton accent belge en anglais. Hello, are you interested by a system to register visitors? Et donc tu es là et tu ramasses des cartes de visite, tu parles à plein de monde. Et puis tu reviens, tu envoies des mails pour suivre. Ok, tu avais commencé comme ça. Tu n'avais pas une équipe de vendeurs direct en fait, US? Non, jamais. En fait, à un moment, on a trouvé, enfin jamais, c'est venu plus tard, on a trouvé l'inbound sur un produit peu cher comme celui-là, parce que le premier prix c'était 50 € par mois, avec un free trial. On a trouvé que le inbound c'était le mieux. Et on a vu que il y avait des gens qui se réveillaient le matin et qui se disaient I need a visitor management software. Et hop, il fallait être là et capturer le lead. Et on est devenu, grâce à l'inbound, on a grandi, on a trouvé, c'était notre canal, notre go-to-market qui a fonctionné, ça a été l'inbound. Et le gros avantage de l'inbound, c'est que les revenus viennent avant les coûts, puisque tu dépenses un peu en marketing et tu as les leads qui rentrent. Tandis que quand on vend des produits plus complexes, souvent, les coûts viennent avant les revenus. On l'a entendu juste avant avec l'histoire d'Aurore. Donc nous voilà, l'avantage du software en inbound, c'est que tes revenus viennent d'abord. Et si ça marche, tu peux commencer à investir. Et après, donc, on a recruté, je me rappelle, j'oublierai jamais, il y a un site qui s'appelle weworkremotely.com. Et on en avait marre d'être devant nos écrans jusqu'à 10-11 heures du soir et à répondre aux demandes des Américains. Et on s'est dit, voilà, pour la tranche 22h minuit, pour qu'on puisse aller dormir à 22h, on va chercher un gars qui va faire du customer service aux États-Unis. Et on a été sur le site, donc on est en 2012, un truc comme ça. On était sur le We Work Remotely, on a publié l'annonce, et en 24 heures, il y a eu 100 candidats pour 2 heures par jour. Incroyable. Ici, tu mets un job pendant un mois, tu as 3 candidats qui te... Là, incroyable. On s'est dit, waouh. Et donc, on a recruté un gars qui est resté pendant 7 ou 8 ans et qui a fait le customer service. D'abord 2 heures, et puis 4, et puis 6. Oui. Donc, tu peux lancer, c'est possible d'adresser ce marché-là. Le software, évidemment, c'est différent, mais en commençant ici avec des petits tips pour, en effet, la nuit pouvoir dormir. Ce que je conseille, c'est d'avoir un site qui est asexué géographiquement. Et donc, on ne voit pas, déjà, il faut enlever français, anglais, néerlandais. Il faut enlever toute référence à l'article qu'on est très fier qu'on a eu dans The Standard sur le truc. Il faut enlever tout ça. Il faut qu'ils arrivent sur le site et qu'ils ne sachent pas, enfin que tout le monde se sente chez soi en fait. Et donc, idéalement, le site en anglais. Et puis, avoir une adresse aux États-Unis, même si on n'y a jamais été. Il y a Belcham à New York qui font un boulot fantastique. Presque toutes les startups qui grandissent belges ont un bureau chez Belcham. Un numéro de téléphone, maintenant c'est facile, avec Aircall, on a un numéro de téléphone, redirigé vers le téléphone. Bon, tout ça c'est évident, mais alors vous allez sur l'adresse, vous avez contact form sur le site, et les gens, ils ont l'impression de... Et alors l'américain, un truc, il faut répondre, mais très vite, en quelques minutes. Les Américains, c'est comme ça, la transaction, ça doit aller vite. S'il y a une demande sur le site, il faut aller très vite. Pas au rythme belge ou européen, où on répond en 2, 3, 4 jours, parfois semaine. Yes. Tu trouves, vous lancez les US, tu trouves ton produit, ta niche et tout. Et toi, le Covid arrive, fast forward, hein, enfin gros fast forward. Le Covid arrive, ça veut dire quoi chez toi pour une boîte qui règle les accès? Donc on lève 3 millions en 2017 et on est à 1,5 million de chiffre d'affaires, de revenus récurrents annuels. Les 2 années suivantes jusqu'en 2019, donc jusqu'avant le Covid, on fait x4. On arrive à pratiquement 6. Donc on grandit très très vite. On est peut-être à 50 personnes. Et on lève des fonds avec l'histoire, c'était le CEO déménage aux États-Unis. Donc on lève des fonds avec un fonds américain et on lève 15 millions de dollars. Et moi, je déménage, tu connais l'histoire, le 21 ou le 20 février 2020. On annonce la levée de fonds en janvier. Le 20 février, je déménage. Tu vas conquérir les États-Unis. Là, tu vas... On avait déjà une dizaine de personnes aux États-Unis à ce moment-là, mais tout le monde en remote. Et on avait l'adresse du bureau de New York.
Et puis, bon, le Covid arrive et tout de suite, on se retrouve aux États-Unis. On est resté 4 mois, on est revenu. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais le Covid, sur notre business, a eu un impact évidemment très négatif et un très positif. Le très négatif, c'est que, évidemment, il n'y a plus de visiteurs. Tous les bureaux sont fermés. Et donc, on avait 1 million de visiteurs par mois sur la plateforme. On avait une carte du monde, je me rappelle, au bureau et sur online. Et on voyait les check-in en temps réel. Et tout d'un coup, on est passé de 1 million à 200 000 en 1 mois. Et donc, on voyait les zones de confinement. Sur la carte, il n'y avait plus de visiteurs. Oui. On avait l'information sur les confinements. Donc, effet très négatif, plus de visiteurs. Heureusement, on vendait par site et pas par visiteur. Donc, l'année du Covid, on a encore grandi de 35%. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet positif, c'est la dimension sécuritaire du produit. Tout d'un coup, c'était stratégique de savoir qui était dans les bureaux et d'être sûr que les personnes qui rentraient avaient respecté les conditions imparties, avoir réservé un desk, ne pas avoir été en vacances. Au tout début, c'était par zone, vraiment, à tel endroit, reconnaître qu'il n'a pas été en contact, etc. Et donc, ça devenait un accès conditionnel. Et donc, tout d'un coup, on a commencé à faire du check-in d'employés, parce que les employés devenaient les nouveaux visiteurs de leur propre bureau, comme on l'a tous été. Et donc, on est devenu très stratégique. Et ça, c'est la période du Covid. Et heureusement, on a eu la chance, on a levé l'argent juste avant le début du Covid. Et ça n'a dû pas être facile, évidemment, quand on s'arrête de clignoter la carte. Oui, c'est un peu flippant. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te permet de tenir tes associés ? Parce qu'à l'époque, évidemment, la boîte grandit, le fait que tu es un optimiste éternel, le fait que, comme Aurore, tu es prêt à tous les raz-de-marée. Donc, voilà. Oui, j'ai été très ému par l'histoire d'Aurore parce que c'est la même chose partout. Et vous êtes probablement tous entrepreneurs, donc c'est haut et c'est bas. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Et je pense que la qualité la plus importante de l'entrepreneur qu'il faut avoir, c'est la résilience. C'est vraiment ça. Il faut pas être trop con, mais ça, c'est pas très grave de pas être très très brillant. Il faut être travailleur, mais il faut surtout être résilient. Parce que si on avait arrêté, voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais moi à ta place j'aurais arrêté depuis longtemps. Et aussi, si on avait arrêté, ben voilà, on n'aurait pas traversé on ne serait pas arrivé à la lumière au bout du tunnel, parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et justement, mais c'est cette lumière, cette vente, évidemment que c'est... c'est pas de l'export, ça. Mais c'est pas de l'export. Je sais que tu as envie de parler de ça. Oui, je dessine encore. Non, mais raconte-nous un peu, parce que évidemment, on voit dans le journal, il y a tu vois, une vente, mais c'est très abstrait, quoi. Comment ça se passe, comment ça s'organise, pourquoi tu l'as fait? Et évidemment, tu nous parleras de Noël pendant ce moment-là. Mais... Donc, la première année du Covid, on dit de 35%, mais principalement sur les clients existants, parce qu'ils avaient besoin de savoir, comme j'ai expliqué, qui était là, ont rajouté notre outil un peu partout. On avait EY, par exemple, qui était un gros client et qui l'utilisait dans le monde entier, ou MetLife, ou voilà, beaucoup de grosses boîtes. Et puis la deuxième année du Covid, on grandit de 25%, mais entre-temps, en fait, ce qui était très difficile pour l'entrepreneur que j'étais ou que je suis encore, mais à l'époque c'était très difficile, c'est qu'on avait 15 millions sur le compte, et donc quand tu te dilues comme entrepreneur, c'est très difficile parce que tu donnes un bout de ta société, mais tu veux que l'argent qui reçoit en échange, elle génère plus de valeur sur le bout qui te reste. Et si l'argent elle reste sur ton compte en banque, elle ne travaille pas. Et donc, voilà. Et donc c'est très difficile comme réflexion, parce que tu te dis, OK, tout le monde disait le Covid, ça va durer 2 semaines ou 1 mois. Et toi, tu dois recruter des vendeurs, et tu sais que pour recruter un vendeur, recruter des équipes, de toute façon, ça prend 2-3 mois qu'ils soient efficaces. Donc nous, on recrutait en se disant, quand ce sera fini, ce sera fini, comme ça on est prêt à attaquer direct. Et donc on recrute, et tout ça, ça rajoute des coûts. Et donc le problème, c'est que ça a fortement réduit notre efficacité financière. Le coût qu'on avait pour générer du revenu devenait de plus en plus élevé, et donc on devient de moins en moins attrayant. Malgré tout, on a quand même essayé de faire une série C, donc un 3e tour, en se disant, voilà, en démontrant qu'on était un bon produit pour le futur. On a fait un petit test, on a vu 5-6 fonds aux États-Unis de nouveau, et quand ils ont vu notre performance financière, tout ce qu'on dépensait pour générer du revenu,
ils ont dit non merci. Donc c'est très vite, les Américains, pour ça, ils sont de nouveau très, très rapides. Quand tout va bien, ça va très vite, mais dès qu'il y a un truc, voilà, ça va très vite aussi. Donc on ne perd pas beaucoup de temps à discuter. Et donc voilà, mais on avait encore, à l'époque, 5-6 millions sur le compte, donc on est en 2021, et on commence à observer une consolidation sur le marché. Comme tous les marchés se consolident à un moment ou à un autre, et donc il y a des fonds de private equity américains, très souvent, qui commencent à racheter des boîtes et à se dire, voilà, le monde du travail va être transformé par le Covid. La vie de bureau va changer, on le sait. Qu'est-ce qui va accompagner cette transformation? C'est le software. Quels sont les acteurs de software dans le secteur du real estate, etc., qui n'est pas un secteur très sexy? Et donc, les private equity ont commencé à regarder les acteurs et ils ont commencé à racheter 2-3 gros fonds. Et à un moment, il leur manquait un outil de gestion de visiteurs. Et on s'est fait contacter. T'as levé ta main. Voilà, mais même pas, parce qu'ils ont leur CRM avec toutes les boîtes du monde. Et boum, tout d'un coup, on s'est fait contacter. Et je me rappelle, en début août 2021, pour vous dire comme ça a été vite, début 2021, coup de fil du CEO d'une des boîtes qui venait de se faire acheter, donc de ce processus de consolidation, et qui dit, voilà, Grégory, et je le connaissais, le gars, on s'était déjà parlé quelques fois, il me dit, Grégory, on doit rentrer dans le visiteur, ça manque à notre portefeuille, on a 3 options, soit on en construit un, soit on fait un partenariat, soit on t'achète, on vous achète. Là, tu raccroches. Et moi, on ne pensait pas vendre la boîte à ce moment-là. Je dis oui, faisons un partenariat, super. Et d'abord, on fait un date et puis on voit ce qui se passe avant de se marier. Et donc, voilà. Et 2 mois plus tard, en septembre, je reviens de vacances, c'est mon associé aussi. Et tous les deux, on avait réfléchi. On a eu aussi quelques éléments marchés qui ont prouvé que les clients commençaient à vouloir des solutions complètes. Et donc ça devenait plus dur avec une solution très niche de pouvoir gagner des appels d'offres. Parce que le client, à un moment, il veut un truc pour tout gérer. Et on revient de vacances tous les deux, on dit je pense qu'il faut qu'on vende. Et on dit OK. On était tous les deux d'accord. J'ai recontacté le gars. On a contacté 1 ou 2 autres fonds de private equity avec qui on avait des contacts. J'ai été convaincre les actionnaires, les 2 fonds, ce qui n'a pas été facile, un en Allemagne et un aux États-Unis. Parce que celui des États-Unis, il venait de rentrer 2 ans avant, donc ce n'était pas forcément intéressant pour lui de vendre. Il voulait la licorne encore. Et ben, on avait pitché, on sera une licorne. Et là, on est 2 ans plus tard, ben forcément, on n'a pas eu le temps de devenir une licorne. Et donc, on les a convaincus. Et pour vous donner une idée, on a reçu la term sheet. On n'a reçu qu'une term sheet sur les 3, donc c'était vraiment. Qui est le contrat final de un moment pour. Non, c'est même pas c'est l'offre de 2 pages avec juste un montant et pas grand-chose d'autre. Et 57 jours plus tard, après l'offre, sans avoir rien vu de la boîte, ils avaient reçu 3 fichiers, ils font l'offre, et 57 jours plus tard, on signait la vente. Et donc c'était, fin septembre, début octobre, on a eu l'offre, et en fin décembre, la boîte était vendue. C'est incroyable comme rapidité. Et si quelqu'un a la chance d'un jour rentrer dans ce processus-là de vente, c'est quoi ton conseil? Il faut garder la tête froide, il faut négocier tout le temps, il faut continuer son business comme avant. Qu'est-ce que tu as fait, toi, ou qu'est-ce que tu aurais dû faire pour que ça marche encore mieux? D'abord, chaque histoire est différente et les circonstances marché sont très différentes. Oui, il faut garder son sang-froid parce que ça peut vraiment capoter à tout moment. Déjà, normalement, quand on veut vendre une boîte convenablement, on fait un processus. Tous les banquiers d'affaires vont vous dire, on fait un processus, on prépare une data room, on voit, avec la banque d'affaires, on prépare X rendez-vous, 100 rendez-vous, et on fait un funnel comme quand on cherche un job, et on arrive à une vente. Donc ça, c'est la première chose. Ici, on n'a pas du tout fait ça parce que voilà, on était dans des circonstances où il y avait 2 fonds de private equity qui cherchaient une cible. Donc voilà, il faut et ça peut. On n'a eu qu'une offre et
on a eu l'offre, donc c'est déjà pas beaucoup, et puis 2 fois ça a failli capoter. La première fois parce que le fonds allemand a dit non, moi je signe pas, voilà, pour des raisons qu'il trouvait qu'il n'avait pas le meilleur deal, le même deal que l'autre, bref, il a dit moi je signe pas. Donc on a dû lui donner un peu plus que ce auquel il avait droit pour qu'il accepte de signer. Et la deuxième fois, c'est pour une histoire où c'est peut-être un peu technique, je ne sais pas, mais le fonds américain, il avait le droit, la partie dans les actions qu'il vendait de Proxyclick, il pouvait les réinvestir dans le conglomérat nouvel qui est en train de acteur. se créer, dans le build-up, comme on dit, de société. Il pouvait le réinvestir dedans. Et c'était le 23 décembre, la veille de Noël. La veille de Noël, il me téléphone, il dit « Grégory, je viens d'avoir les conditions de moi, actionnaire de la société qui rachète. Et en fait, je n'ai pas de droit de suite. Donc je ne peux pas, s'il y a encore des tours d'investissement, je n'ai pas le droit de... Donc c'est non. En droit belge, tous les actionnaires ont le droit de suivre. Et il dit, j'ai pas de droit. Donc à ce moment-là, ta vente s'arrête. La veille de Noël. Le 23 décembre, je dis, ben voilà, je comprends, etc. Et bref, il a, pour finir, été d'accord parce qu'il a demandé autour de lui, il a compris que c'était la pratique avec ce fonds-là de faire comme ça et qu'il n'y aurait pas de tour après. Bref, le lendemain, le 24 décembre, c'est vraiment pas une blague, il a dit ok, c'est bon, je signe. Donc c'est vraiment le facteur, ça peut capoter à tout moment, il faut être bien entouré, avoir une bonne data room, avoir un bon CFO qui sait parler à ce genre de... Voilà, la CFO s'est pris 1000 questions en 2 semaines. Oui. Il y a un très bon CFO qui sait aussi garder la tête froide, donc oui. Aussi important, génial. On peut applaudir, non? C'est cette aventure quand même dingue. Commencer dans le zoning de Zaventem, quand vous étiez encore 3, 4, 5, 6 ans de on cherche, on fait un truc de... C'est long, c'est long. Pour finir, un truc que tu as numérisé l'accès et bam, trouver la niche, y aller et tout. Incroyable. Merci pour le témoignage. Moi, j'avais une question. Donc, vous avez beaucoup parlé d'inbound, notamment aux États-Unis. Vous disiez, je ne sais plus quels étaient les termes exacts, mais du style facility system visitor. Donc, je présume quand même qu'il y avait un certain investissement dans le site pour son référencement et pour la publicité, le SEA, donc tout ce qui est recherche arrivée premier. Je voulais juste avoir une idée un peu. Comment est-ce que vous avez fait donc pour les États-Unis spécifiquement, pour trouver une agence ou je sais pas, pour bien vous entourer pour cette partie-là? On l'a fait nous-mêmes, donc c'est tellement core business que de trouver une agence. Voilà, pour des bijoux, je reprends l'exemple des bijoux, désolé Aurore, mais c'est pas le core business. Le produit n'est pas digital. Chez nous, c'était tellement core business de maîtriser le canal commercial en ligne qu'on l'a fait nous-mêmes avec nos erreurs. Notamment, je le répète, on avait au début un site multilingue, donc il fallait maintenir 3 langues, mais en plus, il y avait 6 produits. Les visiteurs, la maintenance, la cantine virtuelle, le parking. Donc c'était vraiment compliqué. Donc on a d'abord avoir un message très clair. Puis, alors qu'on était au tout début du marché, les mots-clés ne coûtaient pas encore trop cher. Donc les investissements étaient relativement limités. Je ne sais pas si vous connaissez il y a deux sites de référencement de software qui sont G2 ou G2Crowd, ça s'appelait avant, et Capterra. Et ils ont des catégories de tous les softwares, toutes les catégories de software possibles. Et il y avait une catégorie Visitor Management qui était toute récente au début, où il y avait 4-5 softwares au début uniquement. Donc ça ne coûtait pas très cher. Tandis que quelques années plus tard, il y avait 300 softwares dans la catégorie et ça coûtait... C'était la guerre entre les boîtes pour être le premier. Et on payait... Le clic, au début, on le payait 2-3 euros. À la fin, on le payait 50, 60, 70 euros le clic. Mais évidemment, ou alors on ne le payait pas parce que c'était trop cher. Ça dépendait du revenu qu'on générait derrière. Donc on l'a fait nous-mêmes. On a fait des AdWords, on a fait du SEO, on a fait du SEA. Et... On avait, pour vous donner une idée, plus ou moins entre 1000 et 1500 free trials, donc de sociétés qui testaient l'application par mois.
grâce à notre inbound. Et donc, c'était un funnel avec la conversion. Donc, on a optimisé le site, c'est beaucoup de travail, les mots-clés, les métadatas, les métatags, tout ça, on a tout fait à la dure. Lorsque vous avez vu qu'il y avait une possibilité d'avoir un exit, est-ce que vous vous êtes dit, OK, il est intéressant de voir s'il peut y avoir d'autres poissons qui pourraient être intéressés? Ou alors vous vous êtes dit, on ne prend pas le risque d'aller potentiellement chercher un autre acheteur qui pourrait avoir de l'intérêt et on fonce avec celui qui a marqué un intérêt pour ne pas le laisser partir? Alors, très, très bonne question. Donc, on avait un fonds américain dans le capital et sur le board, avec qui j'avais construit une relation de confiance au fil du temps, surtout qu'on avait vécu un déménagement aux US, un retour vers l'Europe. Et voilà, humainement, le gars nous avait beaucoup aidé et on se parle encore tous les trimestres, on a un appel, donc j'ai gardé une relation avec lui. Donc, on avait de l'intérêt des deux plus gros fonds de private equity software au monde, qui sont Thoma Bravo et Vista Equity. Le fonds allemand a dit il faut faire un processus. On ne va pas vendre au premier, il faut faire un processus, engager une banque d'investissement, peut-être que Securitas ou Sodexo ou un autre acteur va payer plus cher. Et ce qui a beaucoup aidé, c'est l'Américain, parce que l'Américain a dit voilà, c'est mon métier, je fais ça depuis 20 ans, il n'y a personne dans le monde qui paye plus cher pour une boîte de software que ces deux-là. Personne. Donc ça ne sert à rien d'aller en voir 100, personne ne paiera plus cher. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui parviennent à extraire le plus de valeur après l'achat. Un Securitas, il va vous intégrer dans sa truc, et voilà, ce n'est pas leur métier d'acheter des boîtes. Le Thoma Bravo qui nous a acheté, un fonds que je ne connaissais pas, j'ai d'ailleurs, pour l'anecdote, pas répondu au mail quand j'ai vu le mail, et quelqu'un m'a parlé d'eux un mois plus tard, j'ai dit ça me dit quelque chose. J'étais cherché dans ma inbox, j'ai dit merde, je n'ai pas répondu au plus gros fonds de private equity au monde, pas excusez-moi. Donc voilà, pour l'anecdote. Donc Thoma Bravo, ils ont acheté 350 boîtes en 20 ans. Donc c'est une machine à créer de la valeur. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à payer plus cher. Et grâce au fait que l'Allemand était rentré l'Américain était rentré 2 ans plus tôt et l'Allemand 4 ans plus tôt, mais si l'Américain est d'accord de vendre à ce gars-là, c'est difficile pour l'Allemand qui est rentré plus tôt de dire non. Donc c'est ça qui a fait qu'on n'a pas été voir d'autres acteurs. Question peut-être pour revenir aux prémices du coup de Proxyclick, puisque je pense que beaucoup des entreprises qui vont regarder aussi ton témoignage sont peut-être très loin de vendre actuellement. Est-ce que tu as des anecdotes Tu racontais l'anecdote de ne pas avoir répondu à cet email. Est-ce qu'il y a des anecdotes du développement de l'entreprise au début que tu as envie de raconter, des fails, des choses un peu marrantes? Surtout l'ADN, parce que on ne se réveille pas un jour en disant je vais vendre de bons produits à l'autre bout du monde. C'est aussi l'ADN de la boîte. Je me rappelle, par exemple, tous nos documents, dès le début, on n'était que des francophones au tout début, 3-4, mais on faisait tous les documents en anglais. Entre nous. Et je me rappelle, on a recruté une nouvelle personne qui nous a regardé, mais vous êtes dingue, pourquoi vous envoyez tous vos documents en anglais? Voilà un exemple. Un autre exemple, c'est que très vite, après les 5-6 premiers, on a voulu recruter des noms belges. Et on a une chance folle d'être à Bruxelles, cosmopolite comme elle est, de plus en plus cosmopolite, ville du monde, mais on a toutes les nationalités. Donc on avait sur 100 personnes, je crois qu'il y avait 35 ou 30 nationalités différentes à la fin. Donc, à partir du moment où vous avez dans vos équipes des gens qui sont de différents pays, mais c'est plus naturel. Mais une anecdote qui est parfois très difficile, c'est quand vous devez refuser d'aller à une réunion parce que vous savez, parce que surtout les Français, mais aussi les Belges, c'est très difficile quand on est à Bruxelles de dire « je refuse d'aller à une réunion ». On peut le faire par téléphone. Si un Américain est capable d'acheter mon produit de l'autre bout du monde, pourquoi as-tu besoin que je vienne avec mon petit laptop et ma petite voiture t'expliquer sur un écran de PC comment ça fonctionne? Et donc, je ne voulais pas le faire parce que notre produit n'est pas assez cher pour justifier un déplacement. Si on vend un truc à 50 € par mois, c'est injustifiable. Il va me falloir 10 ans pour récupérer le coût de ma réunion. Et donc, c'était très difficile. Et c'était encore plus difficile
quand des pays comme la France, ou les pays même, enfin, comme l'Italie ou l'Espagne, mais ça c'était plus tard, ont une très forte culture de la réunion. Et donc ils ne comprenaient pas, Saint-Gobain, je me rappelle, ils ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas venir chez Saint-Gobain, à la tour Saint-Gobain à la Défense, pour lui expliquer. J'ai dit, mais alors on l'a fait, on est allé la première fois, et puis chaque fois on disait, mais écoutez, on peut faire ça par téléphone. Voilà, c'est aussi ça d'être entrepreneur et d'être à l'export, c'est savoir dire non, parce qu'on sait que le coût est trop élevé et qu'on ne va jamais récupérer son pognon. Et puis après, derrière, il faut former les commerciaux qui vont venir après. Il faut leur montrer qu'ils ne peuvent pas prendre le Thalys et le truc. Non, ils doivent prendre les leads qui arrivent sur le site et essayer de les convertir. Raconte-nous, tout moment, dans toute ta carrière d'entrepreneur, cette carrière-là de procyclique, il y a une nouvelle qui commence, mais tout moment le plus dur, c'était le Covid, c'était les US, et qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait pour dépasser ça et sortir et avancer? Il y a beaucoup de moments difficiles, comme on l'a dit plus tôt, il y a des hauts et des bas, mais c'est vrai que la période du Covid, pour tous les entrepreneurs et fondateurs, les CEO, ça a été très difficile parce que en fait, on était totalement impuissants. À l'époque, voilà, les gens regardent la direction d'une boîte pour avoir des réponses. Et en fait, on n'en savait rien, tu vois. Et donc, tu es là, tu essaies de lead by example, d'essayer de trouver les réponses comme tu peux, de prendre les bonnes décisions. Mais en même temps... tu es aussi confiné à la maison, en plus en Amérique, où tu connais personne. Le container n'est jamais arrivé. On n'avait pas de meubles à peine. J'avais un jeans et de ma valise de l'avion pendant 2 mois. Et tu es là et tout le monde te demande « Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et tu es sur ton Zoom avec une mosaïque de gens qui sont chacun chez eux. On avait le Friday News tous les vendredis à 17h où je parlais à toute la boîte. Et tu sens les gens, on dit « Ah, qu'est-ce qu'on va faire, quoi ?» Et toi, tu as tes enfants qui gueulent derrière et voilà, et c'était vraiment ça, c'était le moment le plus dur, je pense, l'aller-retour, mais mon gosse mon enfant de 9 ans qui me dit mais papa, mais qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi t'es pas venu tout seul, quoi? Oui, mais il comprenait pas, parce qu'évidemment je n'avais pas anticipé le Covid, et lui ne comprenait pas pourquoi voilà, et ça c'était très dur, vraiment dur. Et c'est même pas le business, tu vois, c'est même pas ton business, parce que par chance, on avait de l'argent sur le compte, donc il y avait pas pour beaucoup de boîtes qui n'avaient plus d'argent sur le compte, c'était terrible. Donc, coup de bol, 1 mois avant ou 2 mois avant, on avait cet argent sur le compte, donc on avait... Voilà, j'ai pas dit qu'on était relax, mais c'était pas un problème financier, c'était vraiment humain, c'était vraiment déchirant. Voilà, mais il y a eu beaucoup d'autres moments difficiles. Le début, le porte-à-porte, enfin, voilà, trouver le business, les discussions avec les associés, trouver le bon équilibre, les premiers vendeurs. Il y en a 1000 des histoires. Tout le monde a ses war stories, comme disent les Américains. Voilà. Et toi aussi, comme entrepreneur, t'en as plein à raconter. Tu veux que je t'interviewe quand j'aurai vendu. Nickel, mais vraiment, merci beaucoup de ce partage. Merci. On va t'applaudir une dernière fois. Du coup, merci d'être à tous et à toutes d'être venus ce soir. C'est une édition spéciale parce que c'est la première édition qu'on a fait aux ateliers des tanneurs. Donc, setup un peu différent, accident un petit peu différent. On n'a pas trop l'habitude de ça. Mais voilà, on espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous trouvez ça intéressant, instructif, utile. Et si vous avez des thèmes que vous voulez voir abordés pour les prochaines éditions, on est ouvert, parce que du coup, le concept existe pour vous, les entrepreneurs et les entrepreneuses bruxellois et bruxelloises. Donc, n'hésitez pas à nous demander ou à nous proposer des thèmes. L'idée, c'est vraiment de répondre à vos besoins. J'en profite du coup pour vous donner la date du prochain Export Talk Show qui aura lieu dans le cadre du retour de nos collègues qui sont basés à l'étranger, puisque Hub Brussels, ce n'est pas juste une entité à Bruxelles. Si c'est une entité à Bruxelles, on a des collègues à Bruxelles qui s'occupent de plein de choses différentes liées à l'entrepreneuriat, mais on a aussi un réseau de collègues qui sont basés à l'étranger. Et je pense que tu as dû avoir contact avec Kathleen, notamment aux États-Unis, peut-être. Non. C'était la personne qui était avant, mais il y a aussi Kathleen. Oui. Voilà. Mais donc, on a des collègues qui sont basés à l'étranger et qui, une fois par an, reviennent. Et dans le cadre de leur retour, on va organiser un Export Talk Show
spécial grande exportation, donc avec ces fameux collègues qui vont revenir de différents... Et pour vendre les services de Bruxelles, il y a aussi des bureaux dans toutes les ambassades ou presque. On a eu si vous voulez avoir une réunion à Paris, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp d'entrepreneurs, il a besoin d'un endroit pour Paris, eh bien, il y a l'ambassade de Belgique, il y a des salles de réunion sur le rond-point de l'Étoile. Donc il y a moyen d'avoir des salles de réunion dans le réseau Hub. Voilà. Donc nos collègues reviennent notamment le 29 mai. Notez cette date dans vos agendas, le 29 mai prochain. Et donc on en profitera pour parler export et pour aborder la grande exportation et à quel point parfois c'est pas aussi impressionnant. Enfin, c'est impressionnant, mais c'est pas aussi difficile que ce qu'on imagine. Et parfois, c'est très difficile aussi. Est-ce que j'arrête de parler? Oui, c'est tout. Merci beaucoup d'être venu et à la prochaine. Oui, merci Thierry et merci Startup Vie.